Donc, merci Cécile Becker de me proposer cette participation et d'être parmi vous. Et merci aussi à vous tous d'être là jusqu'à la fin. Donc, là, je suis aussi chercheur de l'université de Daegu Hani en Corée en tant qu'attaché en France pour développer l'échange avec les médecins acupuncteurs et puis avec des médecins traditionnels en Corée. Donc là, je parle sur l'acupuncture plutôt l'aspect pratique et puis un peu quand même comme je viens de Corée. Donc, il y aura quelques éléments sur la médecine coréenne. Et puis, si je parle pas très bien le français, et vous m'excuserez pour des erreurs que je vais faire. Donc là, déjà l'image, c'est, je sais pas si vous regardez des dramas coréens. Donc là, c'est l'image de Live Up to Your Name, donc c'est le nom qui mérite, c'est le nom qui mérite en français. Donc c'est une série que vous pouvez regarder dans Netflix. Donc peut-être parmi vous, il y en a déjà qui ont vu, qui ont regardé. Donc en fait c'est un drama, mais en fait c'est une vraie histoire. Et puis c'était un médecin de l'époque du XVIIe siècle qui a vraiment développé l'acupuncture en Corée et puis qui était bien exportée au Japon. Donc là, il y a un peu de, comment on dit, partie romanesque, mais les scènes que vous regardez, c'est mes profs, mes collègues qui sont participés et c'est des vrais médecins d'acupuncture qui ont fait des scènes dans le série, donc ça vaut le coup de regarder comment il pose très bien des aiguilles. Donc aujourd'hui, le sujet c'est l'approche de la pathologie et processus thérapeutiques dans l'acupuncture. Donc en introduction, déjà ce que vous avez dans votre présentation. Donc, je vais juste lire. Les fondements théoriques de l'acupuncture considèrent l'être humain comme une entité holistique dont l'ensemble est traversé et animé par un réseau circulaire de flux et d'énergie. Si l'ensemble des circulations est dynamique et équilibré, nulle douleur ou maladie ne s'installe. L'acupuncture qui vise à maintenir ou rééquilibrer les fonctions vitales et la circulation des énergies par l'usage de très fines aiguilles est tout à la fois préventive et curative. Elle suscite aujourd'hui un intérêt accru mettant en évidence les causes multiples de la maladie, l'interaction des facteurs pathogènes et les incidences des désordres environnementaux sur la santé humaine. Donc, ce que vous devez retenir, c'est juste des mots écrits en blanc. Donc, si vous avez retenu ça, c'est que vous avez compris ce que c'est l'acupuncture. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est par la circulation, on fait équilibrer la santé et le corps. Donc là, c'est le thème aujourd'hui, c'était l'art de l'équilibre. Donc tous les intervenants de ce matin, je pense qu'ils ont déjà parlé ce que c'est. Et donc, il n'y a rien à rajouter pour moi là-dessus. Donc là, c'est vraiment l'équilibre. Parce que pour nous, personne n'est parfait. Donc, tout le monde a un défaut ou une faiblesse. Donc, quand la maladie nous attaque, il n'est pas bête, la maladie. Donc, il va nous attaquer la partie faible. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Pour chasser la maladie, ce qu'on fait, c'est qu'on équilibre notre partie faible.
Donc là, on va essayer de l'aider, assister pour les renforcer, la partie faible. Comme ça, quand on est équilibré, en fait, même si la maladie reste autour de nous ou dans nous, il ne peut pas se manifester. Le but, c'est pas maladie qu'il s'en aille 100%, en fait. Donc là, ensuite, quel est le sujet de l'acupuncture? Quel est le sujet de la médecine traditionnelle ou la médecine chinoise, japonaise, coréenne ou indienne, tibétaine, etc. C'est l'homme. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, pour nous, qu'est-ce que c'est maladie? Qu'est-ce que c'est les bactéries? Couleur de bactéries, couleur de virus, tout ça, ça n'a pas d'importance ou ça a moins d'importance. Donc nous, la vision centrale, c'est l'homme. Donc on voit l'homme au centre de tout ça et puis on voit s'il va bien ou s'il va pas bien. Donc s'il va pas bien ou ça va pas bien, là on va l'aider, assister à ce niveau-là. Donc, par exemple, dans notre corps, disons qu'il y a des bactéries rouges ou bactéries vertes ou bactéries jaunes, peu importe. Là, ce qu'on fait, c'est chasser ces bactéries pour ne pas nous embêter. Donc là, on va utiliser des méthodes de moxa ou l'acupuncture ou pharmacopée, etc. Donc, comment on nettoie les bactéries? Par exemple, si c'est une maison, comment vous allez enlever les bactéries? Hein? Voilà, javel ou passer l'aspirateur, oui. Ou peut-être ventiler, oui. Si c'est une chambre humide, même si on a beau nettoyer, parce que l'humidité, quand ça revient, le bactérie va revenir, ou des champignons. Donc là, on va essayer aérer. Donc il y a beaucoup de méthodes différentes pour enlever ces bactéries. Donc c'est pour tout ça qu'on joint un peu des différentes méthodes de traitement. Et puis on parle de l'énergie, le chi, et puis le yin-yang ou 5 éléments, ou l'acupuncture. En fait, tout ça, au fil de plus de 2500 ans, c'est des hypothèses. Donc l'acupuncture, on a dit que c'est une hypothèse qu'on a donnée pour soigner les gens. Donc le principe d'acupuncture, comme d'autres méthodes, c'est équilibrer l'homme. Donc sa définition, donc qu'est-ce que ça fait? Donc comme Nathalie a présenté le moxa, le rôle de l'acupuncture c'est pareil, c'est stimuler. Oui. Donc on stimule les points pour équilibrer ou pour donner la circulation normale. Et puis avec des points d'acupuncture, on peut aussi diagnostiquer parce que quand on voit l'aspect enflé, quand on voit la partie des points d'acupuncture rougeur, ou comment on dit, au contact, on peut voir que c'est tendu, ou il y a de la pression, ou il y a un peu de creux par rapport aux autres parties du corps. Là, ça montre un critère de diagnostic aussi. Alors, l'image qu'on donne par rapport à cette théorie d'acupuncture, on a donné tous ces réseaux. Donc, on dit que des points, en fait, c'est pas vraiment des points. Donc, quand on traduit en caractère chinois, et c'est des trous, en fait, c'est des dépressions. Donc, il faut imaginer que ça soit en 3D avec différentes couches. Donc là, c'est à l'extérieur qu'on voit des méridiens qu'on appelle des réseaux tendinomusculaires. Après, on peut voir plus à l'interne des méridiens qui est lié avec nos viscères et des organes. Et puis aussi, il y a des points qui ne rentrent pas dans la théorie des méridiens. Ça veut dire
des points hachés. Donc haché, ça veut dire aïe en fait. Donc quand on dit aïe, ça veut dire qu'il y a une douleur déjà. Et tout début de théorie de l'acupuncture, ça s'est développé comme ça. Donc là, j'ai mal. Donc quand j'ai massé, ça m'a guéri. Donc là, c'était à répétition. On a trouvé des parties à peu près homogènes. Et au fil des temps, c'est comme ça que les méridiens, l'acupuncture, la théorie de l'acupuncture était établie. Donc, l'acupuncture, qu'est-ce qu'on fait? En fait, pour nous, les douleurs de corps viennent quand la circulation du corps est bloquée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On débloque en faisant circuler. Et que quand on fait circuler par l'acupuncture, la douleur s'en va. Donc là, dans notre corps, on voit qu'il y a des circulations qui montent toujours vers le haut. Après, il y a des circulations qui ont tendance à descendre. Donc là, c'est quand est-ce qu'il y a la maladie, en fait, les méridiens qui devaient descendre, quand ça remonte, et puis les méridiens, la circulation devait remonter alors qu'il n'arrive pas à remonter parce qu'il manque d'énergie. Donc là, nous, on essaie d'assister avec des aiguilles pour donner la bonne circulation. Voilà, donc là, c'est quand on voit la 3D, il n'y avait pas que des réseaux circulation du bas et du haut verticales, mais on a vu aussi tous les circulations horizontales ou même des circulations par rapport aux coulis. Ça veut dire qu'entre les viscères, même s'il n'y a pas des réseaux, dans les réseaux, bien sûr, il y a des nerfs ou des veines, vaisseaux, tout ça, ça rentre. Et même entre les deux, il y avait des petits ruelles qui se circulaient. Donc, en fait, ça, c'est toutes les orientations des méridiens d'acupuncture. Voilà. Donc, on a donné le nom différentes énergies de yin-yang. Donc, là, et puis c'est des couplets. Donc, là, c'est toujours, on essaye avec des aiguilles pour donner cette circulation vers le bas ou vers le haut pour que ça doit être la circulation comme dans la bonne théorie d'acupuncture. Alors, quel est l'effet de l'acupuncture? Donc, par rapport à s'il y a particularité de l'acupuncture ou la médecine coréenne par rapport à nos pays voisins, c'est qu'en Corée, il n'y avait pas du tout la coupure de tradition. En Chine, il y avait la révolution culturelle et au Japon, il y avait Meiji révolution, alors qu'en Corée, il n'y avait pas de coupure. Donc, même à l'heure actuelle, toutes les écoles différentes, théories de médecine traditionnelle existent. Donc, il y a vraiment une diversité de théories. Et certes, comme on a gardé plus de 2000 ans de théories traditionnelles, il y a des théories qui se contredisent. Mais alors, comment on fait quand les théories se contredisent? Alors, tout simplement, on va faire le choix d'une théorie qui donne le bon résultat. Donc là, il y a bien sûr les cursus de 6 ans à la faculté, qui est standardisé, mais après, pendant des vacances, les étudiants, ils aillent pour apprendre plus de théories qui sont pas enseignées à l'école, voir des maîtres ou voir d'autres théories traditionnelles ou traditionnelles mélangées avec modernité. Donc là, si vous voulez, il y a cette choix de libre choix de pratiquer. Donc là, qu'est-ce qu'on essaye? Comme
il n'y a pas beaucoup de pays qui ont gardé la médecine traditionnelle, donc on nous exige toujours, on nous demande toujours, montrez les preuves, montrez-nous les preuves que ça existe, montrez-nous les preuves que c'est efficace. Donc là, on essaie quand même de visualiser l'effet d'acupuncture. Donc là, dans l'équipe d'une faculté en Corée qui s'appelle Kyunghee, les médecins acupuncteurs, ils ont essayé de montrer quand on stimule des points d'acupuncture, quelle action donne au niveau du cerveau. Donc là, on a vu que par rapport aux d'autres actions, même à la même zone, sans aiguille, on a comparé. Donc avec l'aiguille d'acupuncture, quand on stimulait, on a vu que certaines parties du cerveau étaient plus activées. Donc cette partie du cerveau, en fait, qui était liée, qui donnait la concentration de circulation au niveau abdominal, par exemple. Donc là, on essaye de montrer pour des patients, en fait. Nous, on le sait, mais on ne peut pas... Il faut quand même visualiser pour les patients. Après d'autres, c'est très actuel. À l'heure actuelle, il y a des débats parce que qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, en fait, on ne veut pas rester juste dans le passé en tant que tradition. On veut être l'actualité et aussi une méthode de futur. Donc là, on essaye tout pour avancer tout en gardant la tradition. Donc là, on a essayé de visualiser pour certains points dangereux, visualiser avec l'échographie et puis voir quelle action ça fait nos tissus. Donc quand on a mis l'aiguille dans certains points, on peut voir dans quelle profondeur ça rentre pour ne pas toucher des parties dangereuses. Après, quand on stimule, on a vu notre tissu bouger. Ouais. Donc là, c'est des parties où on a mis des aiguilles, l'élasticité des dermes était renforcée. Donc ça, c'est vraiment en actualité en ce moment. Là, on voit les photos un peu noires à gauche avant. Après la pose des aiguilles stimulant, on voit que les tissus des dermes bougeaient. Donc là aussi, c'est une méthode pour montrer aux patients. Donc là, c'est thermographie. Donc là, c'est très superficiel au niveau de couche du corps. Mais quand même, on peut voir que le changement de température du corps. Et donc, qu'est-ce que c'est en fait normalement, nous, on a la température du corps 36,5 en moyenne. Mais on peut voir que la partie du corps du bas et le haut, en fait, c'est pas très homogène. Ouais. Il y a des parties plus froides, ça veut dire que ça circule moins. Oui. Et puis il y a des parties beaucoup plus rouges. Ça veut dire que là, il y a peut-être il y a le rougeur, ou il y a la fatigue, ou il y a peut-être l'inflammation, ou il y a la douleur. Donc là, c'était un monsieur qui a fait qui est allé faire du golf. Là, il a eu une entorse au niveau de côte. Et là, il a eu la douleur avec l'inflammation des parties. Donc, depuis gauche, un jour après 12 jours après, 3 jours après, on peut visualiser le changement de température du corps, ainsi la disparition de douleur qu'il avait. Donc là, c'est... parmi vous, vous connaissez BTS. Donc la photo, je ne sais pas qui c'est, si c'est Jimin ou quelqu'un d'autre. Donc là, il a posé des ventouses et il a laissé les traces sur les points d'acupuncture. Donc le rôle de ventouse ou l'acupuncture, c'est pareil. Donc justement, ça montre l'image de droite. Donc les points rouges
qui est représentant de tous les organes. Donc, c'est des chanteurs qui travaillent au moins 12 heures par jour à fond. Donc, ils ont toujours des problèmes musculaires. Donc là, c'est pour détendre rapidement. On fait des séances de ventouses. Donc là, ventouse, c'est pareil. Quand on pose des ventouses, en fait, on peut soit faire ventouse valadeuse ou soit qui marque les ronds. Donc quand vous voyez les ronds, donc comment on dit, la rougeur soit foncée, soit très légère. Vous pouvez voir un peu la différence de couleur. Ça veut dire que quand la couleur est plus foncée, ça veut dire que c'est là où il y avait plus de douleur avec plus de contractures musculaires. Donc là, c'est une méthode de soin à la fois de diagnostic. Là, pareil, on voit que beaucoup de... En fait, comme il travaille beaucoup, apparemment, il soigne beaucoup avec cette méthode de ventouse sur des points d'acupuncture. Alors, processus thérapeutique de ventouse, l'acupuncture. Donc là, on essaye de donner quand même tous les preuves scientifiques connues dans les journaux internationaux. Donc, même par OMS, ils ont mis 43 maladies reconnues efficaces en acupuncture. Donc là, au moins, même si c'est très limité, déjà, ils ont reconnu que par certaines maladies, l'acupuncture était efficace. Donc là, c'est même en Europe. Oui. En dehors de l'Asie, il y a quoi à faire comme travail. Donc, par exemple, un exemple sur la rhinite allergique. Donc, on a fait des publications et donné des points efficaces, un peu pour donner comme support de traitement chez les médecins acupuncteurs. Donc là, c'est des publications qui sont faites par le gouvernement coréen, des instituts nationaux qu'on peut avoir, on peut distribuer même dans d'autres pays. Donc là, on donne quel est le rôle d'acupuncture. Donc en stimulant des points, on peut améliorer des symptômes ou donner la qualité de vie de patients meilleure, etc. Après, on propose des points qui sont utilisés. Ça ne veut dire pas qu'il faut imposer ces points, mais on a vu quand même, il y a tellement de points. Dans notre corps, il y a 365 points. Donc, c'est beaucoup. Donc là, il faut quand même guider pour une direction pour soigner des symptômes. Donc là, avec la rhinite allergique, en Corée, comme c'est une médecine conventionnelle, comme médecine classique, donc c'est remboursé par la Sécu, par point, aussi très précisé. Donc avec l'acupuncture, on a vu plus de 49% de soins qui étaient effectués. Et puis, donc là, c'est... est-ce qu'on a des protocoles de processus de soins? En fait, c'est les patients qui choisissent. Soit il peut aller traiter rhinite allergique chez les médecins classiques occidentaux, ou soit il peut aller chez les médecins traditionnels, acupuncteurs. Donc les deux sont remboursés. Donc on a vu en résultat, pour la rhinite allergique, on soignait en Corée plus de 54%. Après aussi, on essaye de donner des preuves scientifiques en collaboration avec d'autres pays étrangers. Et puis aussi proposer des points d'acupuncture qui sont efficaces. Donc on a sélectionné des points. Donc là, par exemple, les points qu'on utilise pour la rhinite allergique. Donc là, c'est par exemple à gauche,
c'est pour, comment on dit, quand le nez est bouché, donc on utilise ce point, on peut stimuler ce point sous le menton. Donc vous pouvez toucher, là il y a une petite dépression quand vous touchez. Donc là c'est... et puis le Indang, peut-être les gens qui font le Qigong ou le yoga, vous le savez. Donc c'est des points aussi qu'on peut stimuler. Après, bon, ben, en Corée, on utilise, comme c'est une médecine dans le système conventionnel, là c'est le moxa digital, électrique. Donc certes, la chaleur n'est pas très forte, mais c'est suffisant pour soigner chez les enfants qui sont très sensibles, qui sont très réactifs. Donc là, on charge l'électricité, oui, donc qui donne un certain temps la chaleur en posant dans les zones de points d'acupuncture. Donc ça fume pas, ça sent pas. Après, on peut réutiliser. Voilà. Et puis des points qui sont donnés aussi pour les rhinites allergiques. Aussi pareil. Voilà, là c'est une autre série de voilà, K-drama. Donc là c'est 17e siècle, il y avait un roi qui s'appelle Injo. Donc lui, il a plutôt préféré l'acupuncture que la pharmacopée. La pharmacopée quand même c'est un traitement qui coûte cher, qui venait beaucoup pour certains milieux quand même aisés, plutôt dans les milieux, comment on dit, des élites ou des familles royales. Donc l'acupuncture c'était plus, comment on dit, pour le peuple. Mais ce roi-là, il a préféré. Donc là, on a percé. Oui. En fait, en Corée, il y a un patrimoine mondial UNESCO qui s'appelle l'Annale dynastie de Joseon. Donc cette annale, en fait, qui est écrit pendant 500 ans, tous les jours, dans le... ils l'ont tout, comment on dit, dicté, tout ce qu'il fait dans le bureau de roi. Donc on sait combien il a toussé par jour, quelle maladie il a eu, quand il a roté, et puis tout ça. Donc cet document patrimoine mondial UNESCO, là on peut voir tous les traitements qu'il a pris tel jour, combien de fois, et puis comment il a changé tout ça. Donc dans cet document, on a trouvé que tel jour, il a eu le bourdonnement d'oreille avec le céphalée. Donc là, on a piqué ce point par tel médecin. Donc là, c'était la cause de son bourdonnement d'oreille et puis le céphalée, c'était le stress. Donc là, si vous regardez bien, donc quand vous regardez 4e, 5e au milieu, quand vous le suivez, vous allez voir sur la ligne, il y a une dépression. Soit vous pliez votre petit doigt, et là, il y a la pointe qui arrive. Donc, il y a plusieurs méthodes. Là, c'est un point qui enlève le stress ou qui calme le battement de cœur dû au stress, etc. Vous pouvez pratiquer, même si vous n'avez pas d'aiguille d'acupuncture, vous pouvez le stimuler. Ou tout simplement les parties où vous avez la douleur. Donc là, c'est quand vous touchez les mains partout, par exemple, sur le dos de main. Essayez de toucher. Donc il y a des parties plutôt sensibles que l'autre. Donc quand vous touchez, appuyez, en fait, les sensations, c'est pas pareil. Donc les parties sensibles, ça veut dire qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Donc là, c'est vous pouvez masser ou stimuler jusqu'à ce que cette sensibilité ou cette douleur parte. Donc là, sans aiguille, ce que vous pouvez faire vous-même. Donc un peu d'histoire d'acupuncture en Europe. Donc ce matin,
Frédéric Aubringer a évoqué ce sujet. Donc, je suis tout à fait d'accord que c'est quand même un acte chirurgical. Et puis, sachez que quand même la France, vous avez une tradition d'acupuncture qui date depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Donc, ce n'est pas quelque chose étrange. Bon, c'est oublié ou c'est perdu, mais sachez que la France a une très très bonne tradition en acupuncture. Donc ça date depuis le XVIe siècle. Donc Nathalie aussi, elle a évoqué Kemper, et puis ce matin Rhin ou Isaac Teaching, etc. Donc ils vont tous, ces jésuites avec Compagnie d'Inde, ils vont en Asie, dans le monde entier. Donc notamment, ça c'est les photos que j'ai prises au musée Compagnie d'Inde à Lorient. Donc cette image m'a frappée. Donc quand il allait en Asie, par exemple, dans le bateau, il y avait à peu près 3000 personnes. 3000 personnes. Et puis le voyage, ça a duré plus de 3 mois. Donc via par l'Afrique du Sud, etc. Donc qu'est-ce qu'il rencontre? Donc il rencontre très mauvais temps, le froid, l'humidité. Donc beaucoup de maladies, c'était amputation. Donc tout ce qu'ils avaient, c'était l'alcool et puis le couteau. Donc parmi l'équipe, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est ils devaient envoyer beaucoup de médecins chirurgiens. Donc là, à cette époque-là, en France, il n'y avait pas encore vraiment cette profession n'est pas développée, mais au fil des années, avec le Compagnie d'Inde, à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, ça devient un nombre important. Ça veut dire jusqu'au XIXe siècle, il y a plus de 30 000 chirurgiens qui étaient développés. Donc c'est, si vous voulez, je pense que c'est une raison pour laquelle le chirurgie actuelle est développée à ce moment-là, parce qu'ils sont devenus une puissance importante à partir de cette époque-là. Donc, et puis pourquoi ces images symboliques? En fait, dans ce bateau où il allait, il y avait un médecin chirurgien et puis il y avait des jésuites. Donc quand il y avait des malades, ils avaient leur rôle différent. Donc, les chirurgiens, ils faisaient des actes médicaux. Après les jésuites, ils faisaient la prière. Après, la différence, donc, les deux, c'est que les chirurgiens, ils sont allés au Japon par la demande du Japon. Et puis, les jésuites, ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait des compromis de la religion. Donc, eux, ils sont restés en Chine. Donc, qu'est-ce qu'ils font les jésuites ou des moines en France? En fait, ce sont des spécialistes de pharmacopée, plantes médicinales, plus de 1000 ans. Ça veut dire depuis l'époque de Charlemagne. C'est eux qui ont vraiment développé plantes médicinales avec Jardin des plantes. Donc, Jardin des plantes, où vous pouvez regarder la tradition de médecine française, avec Capitulaire de Willis, où il donne des plantes alimentaires ou médicinales. C'est très stratégique. Donc là où il envahissent, dans chaque région ou dans d'autres pays aussi, il y avait toujours jardin des plantes. Donc là, c'est pour nourrir des militaires aussi ou pour les soigner. Donc là, c'était leurs spécialistes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en Chine? Ils ont fait la même chose. Donc les jésuites, ils ont plutôt s'intéressé pour les prises de pouls ou pour apporter des médecines au niveau de pharmacopée, alors que les médecins chirurgiens qui sont allés au Japon, ils ont vu que l'acupuncture était intéressant parce que ça ressemblait beaucoup avec l'acte chirurgical. Donc là, depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, c'est eux qui apportent toujours des techniques d'acupuncture depuis le Japon. Donc là, c'est le XVIIe siècle qui était apporté par Kempfer, le médecin allemand.
après, là, c'est vraiment, je dirais que en France, l'époque, l'âge d'or de l'acupuncture, c'est le 19e siècle. Donc, c'est des aiguilles d'acupuncture qui étaient utilisées dans la médecine navale, dans la médecine militaire en France. Donc là, il y avait une vague qu'on ne connaît pas, mais là, ça s'est arrêté. Je pense que la cause était politique, c'est arrêté après la guerre d'opium avec la Chine. Donc avant, il y avait la mode sinologue qui était très installée, et après la guerre de l'opium, ça s'est arrêté. Donc là, c'est pareil, Sarlandière, dont ce matin vous avez entendu en parler. Donc c'est lui justement qui a traduit le traité d'acupuncture qui venait du Japon. Donc là, c'est vraiment, pour nous, c'est un acte qui a donné très très bonne importance au niveau de l'acupuncture en France, ainsi que dans le monde entier. Donc là, j'ai vu des traces dans les hôpitaux parisiens, il y avait des brûlures de moxa, où il y avait des traitements liés qui étaient bien exercés, même expérimentaux. Donc les acupunctures qui étaient utilisées à cette époque pour ophtalmique ou même pour des cancers, ou pour d'autres méthodes par des médecins. Donc il y avait vraiment cette vague qui était installée en France. Voilà.